merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, la CALAP, pour l'invitation et, comme l'avait dit plus tôt Nora aussi, pour le soutien ces derniers mois. Alors, très rapidement, en fait, je suis maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2 depuis 2013. Et j'étais vice-président depuis 2018 en charge des personnels et du budget un peu plus tard, puis élu en charge de ces dossiers comme vice-président du conseil d'administration en février dernier, et j'ai dû démissionner en mai à la suite d'un certain nombre d'événements sur lesquels je reviendrai un peu plus tard, sur pression du ministère de l'enseignement supérieur, du ministre de l'enseignement supérieur lui-même, à l'issue d'attaques politico-médiatives massives qui ont été initiées à partir du 6 avril au croisement, ou par des acteurs qui se situent, disons, un peu au croisement de l'Observatoire du décolonialisme, de la fachosphère, du printemps républicain et d'acteurs ou d'organisations pro-israéliens. Je suis également membre de l'ORDIP, l'association pour le respect du droit international, l'association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine, dont le site internet synthétise tout un ensemble d'informations importantes sur la situation en Palestine, en particulier sur la situation des mondes de l'éducation et de l'enseignement supérieur dont vient de parler tout à l'heure Rachel. Sur le plan personnel, et pour restituer aussi, disons plus largement d'où je parle, d'où je vous parle, je suis investi depuis 25 ans sur les questions israéliennes et palestiniennes, avec des périodes d'activité plus ou moins intenses selon le contexte, en partie via l'Union juive française pour la paix, dont je suis membre depuis le début des années 2000. Et j'ai notamment été membre de la coordination nationale dans les années 2000 de cette association. Je suis également très attaché aux questions associées à l'antiracisme, en particulier contre l'antisémitisme d'une part, contre l'islamophobie d'autre part, notamment depuis les débats relatifs à la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux dans les écoles publiques, contre laquelle je m'étais opposé, en particulier via le collectif École pour toutes et tous que nous animions à Strasbourg à l'époque avec les jeunes femmes concernées par cette interdiction. Et je suis très inquiet, hein, comme beaucoup d'autres, comme vous, pour tout dire, sur l'amplification du racisme, au point que le champ politique lui-même semble désormais s'organiser autour des fantasmes associés au grand remplacement, au complot frériste, à l'islamo-gauchiste, etc. Enfin, sur un plan très personnel, je suis marié depuis 26 ans avec une femme du Liban, chrétienne, je précise, d'où le nom Haddad, hein, qui est parfois associé à mon nom de famille, et qui en lui-même a suscité beaucoup de fantasmes, en particulier associés à l'entrisme islamiste dont j'ai pu être l'objet, hein, puisque Caroline Fourest elle-même, sur une émission sur LCI, disait que les frères musulmans étaient partout, ils sont y compris dans les universités, et certains même sont vice-présidents d'université. Alors, je voudrais aborder les questions qui nous intéressent ici par le biais de la situation spécifique de Lyon 2, qui est un établissement qui s'est, comme vous le savez, retrouvé au centre des polémiques associant les sciences humaines et sociales au complot islamo-gauchiste, sinon même au complot frériste, hein, dont un rapport officiel commandé par le ministère de l'Intérieur a récemment tenté, comme vous le savez, de démontrer la véracité. Alors, je vais d'abord revenir sur le fait que Lyon 2 est une communauté depuis longtemps dans le viseur, hein, de cette révolution conservatrice, hein, ou de cette révolution néofasciste, pour reprendre l'expression d'Éric hier, pour présenter ensuite quelques initiatives qui sont destinées ou qui ambitionnent, disons, de réassurer une parole sur la Palestine dans ce contexte, dans les espaces universitaires. Alors, Lyon 2 est au centre donc des offensives des droites locales, voire nationales, parce qu'elle est perçue localement comme un pôle historique d'agitation étudiante, d'une part, comme de nombreuses autres universités de SHS, mais aussi comme localement l'un des centres, disons, du progressisme intellectuel local, celui qui précisément, hein, leur fait horreur. Surtout depuis que les listes de gauche, entre guillemets, se sont imposées à la tête de l'université il y a une dizaine d'années, et ou encore depuis que la mairie a basculé à gauche chez les écologistes il y a quelque temps. Et dans ce contexte, l'UFR, la faculté qui
qui abrite les collègues et les étudiants de sociologie, d'anthropologie et de sciences politiques, hein, dont est issue l'ancienne présidente, dont sont issus aussi plusieurs anciens ou actuels vice-présidents. Cette faculté, cette UFR, donc, est particulièrement ciblée par cette droite locale, par ces droites locales. C'est à leur encontre en particulier que le maire de Bron, une ville de la métropole lyonnaise sur laquelle se situe un des campus de l'université, donc que le maire de Bron, un proche de l'ancien président Laurent Wauquiez, appelait en avril-mai dernier, non seulement à la démission de la présidente de cette université, mais aussi à un véritable coup de balai, hein, je cite, pour ne pas que l'actuelle présidente et son équipe soient remplacées par des clones, hein, je cite aussi, niant ce faisant, hein, évidemment, toute autonomie démocratique de cet établissement. Alors, ce n'est pas nouveau, comme je le disais. Il y a quelques années, en 2019, les propos d'un étudiant de sciences politiques proche du printemps républicain ou les républicains avaient donné lieu à un article de 2 pages dans Le Progrès, le principal journal local lyonnais, pour dénoncer les usages de l'écriture inclusive qui était en vigueur à ce moment-là dans l'établissement, avant que le rectorat ne l'interdise, hein, de manière très officielle, et qui était également en vigueur dans l'UFR, hein, notamment à cette époque-là dans l'UFR, le féminin générique, et pour dénoncer aussi le fait qu'une collègue de sciences politiques avait présenté à l'étude et à la discussion, dans un TD de politique comparée, des textes portant sur le féminisme islamique. 2 ans plus tard, en 2021, l'enseignant dont le cours a été récemment perturbé en avril dernier, qui est conseiller municipal d'une ville de la métropole de Lyon, qui est proche par ailleurs de l'ancien président de région, lui-même candidat malheureux, comme vous le savez, à la présidence des Républicains en mai dernier. Cet enseignant donc avait tenu des propos très insultants sur Lyon 2 via le plateau de BFM Lyon, dans le sillage de la création de l'Observatoire du décolonialisme en 2019. Et dans le sillage aussi des offensives qui a été lancées par le président de la République, le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui souhaitait lancer une enquête sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Et cet enseignant désignait finalement à ce moment-là Lyon 2 comme l'une des cibles de cette enquête. L'année suivante ou l'année d'après, c'est un enseignant de la faculté de droit de Lyon 2 qui avait été publiquement harcelé sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux pour avoir présenté un sujet d'examen en écriture inclusive à ses étudiants. Comme le soulignait très bien Jérôme Meurthaud, un collègue politiste, il y a quelque temps, la question de Palestine a de ce point de vue fonctionné, disons, comme le catalyseur ou l'accélérateur d'une offensive plus ancienne, visant à remettre en cause l'autonomie politique des universités, ainsi que les libertés académiques qui sont attenants à cette autonomie. Pour ce qui concerne Lyon 2, toujours la séquence actuelle, celle qui a défrayé la chronique en fait en mars, avril, mai dernier, elle débute en réalité juste avant le 7 octobre, dans le sillage d'une conférence qui avait été organisée par une organisation étudiante représentative de l'établissement sur l'apartheid en Palestine, et que le hasard avait placé 2 jours avant le 5 octobre, le 7, pardon, 2 jours avant le 7 octobre, le 5 octobre exactement. Cette conférence, elle accueillait Mariam Aboudaka, qui était présidente d'une association féministe à Gaza, mais qui avait été dénoncée quelques jours plus tôt sur X, dans la fachosphère, donc, mais aussi dans les médias conservateurs, le Point étant ici un élément moteur, et enfin par toute la droite locale comme une terroriste en raison de son appartenance au Front populaire de libération de la Palestine, alors même que cette personne, Mariam Aboudaka, avait obtenu tous ses papiers pour quitter Gaza, pour venir tout à fait légalement en France, pour en particulier accompagner la promotion du film Yalla Gaza qui tournait à cette époque-là. Et sous pression, la direction de l'université avait obtenu des organisateurs la déprogrammation de sa participation tout en maintenant la conférence. Elle était néanmoins présente dans la conférence. Elle avait pris la parole 5 à 10 minutes pendant le débat, hein, au bout d'1 heure et demie de présentation, ce qui avait suscité une attaque extrêmement violente de la présidence de région qui avait menacé de supprimer, et c'est la première fois pour Lyon 2, mais ce n'est pas la première fois, puisque c'était déjà arrivé pour l'IEP de Grenoble, qui avait
menacé de couper les subventions de la région, subventions dans lesquelles la région elle-même était pourtant engagée par les contrats de plan État-région. En février 2024, la même organisation organisait une réunion avec Gilles Devers, un avocat lyonnais très connu dans le domaine de la défense des droits de l'homme, qui est malheureusement décédé depuis, sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, le génocide dont Israël est accusé. L'annonce de cette conférence avait de nouveau suscité une campagne calomnieuse de différents acteurs associatifs et politiques aux fins d'empêcher de nouveau tout débat sur cette question. Aux menaces explicites visant à empêcher la conférence, si elle devait se tenir, s'ajoutaient des propos sans fondement accusant les organisateurs et l'intervenant de tenir ou d'encourager des discours de haine, sans évidemment de nouveau faire valoir ces accusations devant le tribunal administratif qui est seul juge en l'état du cadre légal applicable au principe de la liberté d'expression et d'information. L'autre argument central dans ces polémiques, mais on en a déjà parlé, je ne vais pas m'y attarder, c'est celui de la neutralité. En tant qu'établissement public, l'université serait tenue à une stricte neutralité de son espace interne, en sorte de pouvoir refuser tout événement qui est considéré dans d'autres espaces que l'espace académique, l'espace, le champ politique, l'espace médiatique, comme militant ou comme politique, sans évidemment que les différentes marques de solidarité envers l'Ukraine, qui avaient été mises en scène par des mairies, des municipalités, mais aussi par des universités, ne furent à aucun moment mises en cause. Quoi qu'il en soit, la présidente de la direction de l'établissement fut à cette époque de nouveau contrainte par la préfecture, de facto, de censurer l'événement au nom du trouble à l'ordre public. Alors ce type de procédé, évidemment, pose toujours des préalables très dangereux pour le droit des étudiants, d'un côté, des organisations représentatives étudiantes, pour l'autonomie des établissements universitaires de l'autre, et il pose également un préalable très dangereux à l'encontre du cadre qui assure la liberté d'expression et d'information, puisque les opposants à la tenue d'un débat, d'une conférence, non interdite en tant que telle, ne devraient pouvoir se prévaloir des troubles à l'ordre public qu'ils menacent eux-mêmes de générer pour obtenir l'annulation de ces événements. Le paradoxe, mais on y reviendra peut-être dans le débat, pourquoi pas, c'est pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est que même si on peut reprocher beaucoup de choses aux directions, aux présidences d'universités, elles se retrouvent très souvent extrêmement seules, en fait, dans ces situations. En tout cas, c'était le cas ici, c'est-à-dire sans véritable soutien interne du côté des personnels face à ces politiques politico-médiatiques, y compris parfois des organisations représentatives. Prise en sandwich, en quelque sorte, entre une organisation étudiante représentative mais minoritaire qui se pose par ailleurs sur une ligne oppositionnelle en interne et un pouvoir politico-administratif local qui n'hésite plus à agiter la menace de coupe financière, inutile de vous dire que l'équation structurelle du rapport de force dans ces situations-là est vite posée. Et pourtant, à Lyon 2, ni la gouvernance, ni la communauté universitaire ne sont a priori hostiles au sujet Palestine. Les conférences que j'évoquais avaient été autorisées. Une motion plutôt ambitieuse à ce moment d'ailleurs avait même été votée de façon assez consensuelle au conseil d'administration en janvier 24, c'est-à-dire un peu avant la conférence de Gilles Devers, le jour même d'ailleurs où la Cour internationale de justice rendait son avis sur le risque de génocide. Alors, je voudrais maintenant arriver sur le deuxième point de mon propos, c'est comment permettre finalement aux enseignants-chercheurs de reprendre la main au nom de la liberté et de l'autonomie académique, avec deux exemples, le séminaire Que nous enseigne la Palestine et le collectif Palestine Lyon Université Solidaire, dont je voudrais dire quelques mots ici. L'annulation de la conférence de février 24 avec Gilles Devers nous avait collectivement placés, c'est-à-dire un certain nombre de collègues attachés à ces sujets, dans une situation très problématique, puisque une fraction de l'espace politique local, appuyée de facto par la préfecture, agissait de sorte à interdire toute intrusion dans l'espace universitaire d'échanges et de débats relatifs à la Palestine et à ses enjeux. Alors que l'université, en général, a longtemps été perçue comme un espace de liberté préservé,
elle se présente désormais comme un espace de liberté empêché au nom de la neutralité, tantôt de la science, tantôt du service public et de troubles, et au nom du trouble à l'ordre public. Par exemple, si Mariam Aboudaka ou Gilles Devers n'ont pas pu s'exprimer à l'université à Lyon, ils ont pu en revanche s'exprimer dans d'autres espaces publics à Lyon à peu près au même moment, sans qu'ils n'en soient empêchés. Mais ils ont été en revanche empêchés dans l'espace universitaire, d'où cette inversion que j'évoque entre espace de liberté préservé et espace de liberté empêché. Quelques semaines plus tard, débutaient à Paris, dans d'autres villes françaises, sur le modèle des campus américains, des mobilisations étudiantes de grande ampleur pour dénoncer à la fois dénoncer le massacre à Gaza, mais aussi pour réinscrire finalement la thématique palestinienne au centre de l'espace universitaire. Et ces mobilisations ont également touché Lyon, bien entendu, essentiellement deux écoles de prestige, entre guillemets, l'École nationale supérieure de Lyon et Sciences Po Lyon, qui toutes les deux avaient été occupées par des étudiants en avril-mai 2024 à peu près, ces étudiants exigeant qu'il se passe enfin quelque chose dans leurs établissements sur le site lyonnais à propos de Gaza et de son martyre. Et c'est en conséquence de tout cela que nous avons entrepris avec quelques collègues, en tant qu'enseignants-chercheurs, pour le coup, pas en tant que vice-président, des titulaires, mais aussi des doctorants, d'essayer de créer les cadres et les conditions pour une reprise en main du droit de parler de la Palestine et de ses enjeux propres dans les espaces universitaires et dans les espaces académiques. Et donc, deux dynamiques sont issues de ces initiatives, et elles sont l'une et l'autre fondées sur une stratégie consistant à assumer le fait que, en tant qu'universitaire, notre droit à la parole, mais aussi à assumer le fait de jouer, pour ce faire, du pouvoir propre dont disposent collectivement les universitaires, à savoir le capital académique, au sens où Bourdieu utiliserait ce terme. C'est un pouvoir que nous détenons collectivement et qui doit nous permettre d'assumer un certain nombre de prises de position dans l'espace public et dans l'espace universitaire en particulier. Alors, la première de ces dynamiques, c'est la proposition qui a été faite au conseil du laboratoire Triangle, auquel j'appartiens, qui est un laboratoire multitutelle, c'est-à-dire que ce n'est pas un laboratoire de Lyon 2 spécialement, c'est Lyon 2, le NS de Lyon, Sciences Po Lyon, l'Université Saint-Étienne, d'ouvrir un séminaire à dimension pluridisciplinaire destiné à présenter et discuter les travaux académiques de chercheurs reconnus comme tels, portant sur la Palestine et ses enjeux, avec le souhait en particulier de donner à entendre les épistémologies palestiniennes, longtemps invisibilisées, du fait de la situation coloniale elle-même en Palestine, mais également en raison des cadres dominants à travers lesquels l'objet Palestine a longtemps été appréhendé ici en France, et qui dénie précisément la dimension centrale d'une dynamique reposant sur le colonialisme de peuplement et de remplacement. C'est ce que le chercheur Sbeis Bey, en 2005, désignait comme le sens commun savant sur la Palestine. Et c'est donc ce sens commun savant sur la Palestine que nous souhaitions également remettre en discussion à travers ce séminaire. La deuxième initiative que nous avons prise, c'est de structurer sur le site lyonnais lui aussi un collectif d'universitaires sensibilisés au drame qui se joue en Palestine, et susceptible là aussi d'interroger ce fameux sens commun qu'évoquait Sbeis. Le collectif Palestine-Lyon Université Solitaire, dit plus en abrégé. C'est un groupement informel à la fois pluridisciplinaire et pluri-institutionnel, dans la mesure où il compte une cinquantaine de collègues titulaires et doctorants issus de 5 à 6 institutions différentes. Il repose aussi sur un collège scientifique d'environ 35 personnes venues d'établissements à la fois publics et privés d'ailleurs. Et l'objet de ce collectif, c'est de mettre à disposition du public universitaire, en particulier étudiants, mais également de la société locale, puisque le ministère insiste beaucoup sur les liens désormais sciences et société, de mettre à disposition donc du monde universitaire, mais aussi de la société locale, des espaces d'apprentissage de l'histoire de la Palestine, de ses sociétés, de ses enjeux. Et l'enjeu ici est bien sûr de s'assurer que ces conférences soient proposées par des personnes compétentes, informées, et dans le cadre de débats ouverts, libres et respectueux de toutes et tous.
L'objectif de plus, c'est aussi de structurer sur Lyon, autant que faire se peut, des réseaux de solidarité avec les universitaires de Gaza et les étudiants de Gaza. C'est très important aujourd'hui de pouvoir penser les conditions de l'accueil, notamment de ces personnes dans nos universités. Et puis, c'est aussi l'ambition de constituer un réseau susceptible d'autodéfense, c'est-à-dire capable d'entourer, de défendre les collègues et étudiants qui sont menacés par des poursuites en raison de leur prise de position sur ces sujets. L'enjeu de ces initiatives, autrement dit, c'est d'académiser, si je puis dire, les débats et actions qui accompagnent les crimes multiples en Palestine, mais aussi au-delà, comme au Liban, de mobiliser des savoir-faire et expertises locales pour offrir finalement des espaces safe, des espaces académiques d'information au sein duquel appréhender tous ces éléments-là. Alors évidemment, ça reste des initiatives marginales face à la situation, mais c'est une manière, comme ça a été dit hier aussi, de se battre avec les moyens dont on dispose, et nous en disposons, nous autres universitaires, une manière de se battre avec les moyens dont on dispose pour tenter d'agir sur la situation, d'alerter l'opinion aussi bien que les pouvoirs politiques et sociaux. Alors, bien entendu, tout cela n'est pas sans conséquences. Bien entendu, tout cela n'est pas sans conséquences, puisque les espaces à proprement parler académiques sont difficilement attaquables par les personnes que j'évoquais précédemment. Il faut tenter pour eux de disqualifier les porteurs ou les animateurs de ce type d'initiative, de fouiller les poubelles, de fouiller les réseaux sociaux pour reconstruire les amalgames dès que la situation le permettra, comme ça a été le cas en mai ou avril-mai dernier. Il y a un prix à payer donc, mais il y va, me semble-t-il, de notre responsabilité de citoyens, d'intellectuels, d'enseignants et même d'éducateurs, remettre en perspective les dimensions historiques, politiques et sociales de ce qui se joue là-bas en Palestine est essentiel pour échapper précisément à toute perspective essentialiste et pour maintenir à flot, tant qu'il est encore temps, une lecture antiraciste et antifasciste du monde. Si les mondes orientés vers la production du savoir ne peuvent pas se saisir d'une situation aussi dramatique, qu'il pourra. On l'a dit, nous n'avons pas perdu et nous ne pouvons pas perdre. Merci beaucoup pour votre attention.